Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du PJT. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité que nous évoquions un sujet qui ne fait pas spécialement l'actualité, mais qui fait généralement beaucoup débat, qui fait vos actualités et qui, je le sais, vous interroge beaucoup. Aujourd'hui, dans cette émission, j'ai souhaité que nous puissions parler de l'impôt. Et oui, la question de l'impôt. Question récurrente dans notre vie de tous les jours. Question récurrente aussi dans le débat national de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Question évidemment centrale ici au Parlement européen, où nous sommes aujourd'hui à Strasbourg. Alors pour commencer cette émission, j'ai voulu reprendre quelques propos de ces dernières semaines, de ces derniers mois, de grandes personnalités qui, l'air de rien, ont attaqué directement la question de la fiscalité et la question de l'impôt. Toucher à la question de l'impôt, parler de fiscalité, c'est en vérité parler de ce qui fait notre contrat social. C'est en réalité parler de ce qui permet la solidarité entre les citoyennes et les citoyens. Et on voit que depuis de très nombreuses années, on y reviendra dans toute cette émission et dans tout ce débat, mais plus récemment encore, certains veulent mettre à mal l'impôt. Alors, y a-t-il trop d'impôts? Payez-vous trop d'impôts? L'impôt est-il mal réparti? Est-ce que les riches, comme ils le disent très souvent, sont-ils trop taxés? Beaucoup de débats sont en cours. À l'Assemblée nationale, Clémentine Autain et Eva Sas sont en train de porter notamment une proposition de loi. L'économiste Gabriel Zucman a aussi beaucoup travaillé le sujet. Nous avons porté pendant la campagne des élections européennes, après l'initiative de Paul Magnette, une initiative qui s'appelait Tax the Rich. Comment pouvons-nous envisager la question de l'impôt? Pour commencer, deux phrases que je voudrais vous remettre en tête. C'est Bernard Arnault d'ailleurs, le premier qui, en rentrant des États-Unis, est sans doute un peu encore ivre de bonheur de la cérémonie d'investiture de son grand ami Donald Trump, a fait cette déclaration. Quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux États-Unis, c'est un peu la douche froide. Il parlait d'impôts, il parlait de la taxe notamment qui est envisagée par le gouvernement français pour faire participer les entreprises et pour faire participer les plus riches à l'effort national. La 5e fortune mondiale, Bernard Arnault, il faut le rappeler, râlait contre ce projet de contribution exceptionnelle. Et il disait: on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France. C'est à peine croyable. On va taxer le Made in France. Pour pousser à la délocalisation, c'est idéal. Voilà, là encore, un sujet récurrent quand on parle d'impôts. C'est est-ce que les plus riches, est-ce que les grandes entreprises vont partir, vont délocaliser parce qu'il y a trop d'impôts ou qu'il y aurait trop d'impôts? Et puis, le deuxième, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, on en a beaucoup parlé cette semaine avec le salon de l'intelligence artificielle. Et Xavier Niel avait dit il y a quelques mois maintenant, dans une matinale où il était invité, un peu en passant comme ça sur la question fiscale, il avait confondu un peu impôt et philanthropie. Et il avait dit, grosso modo, dans une phrase bien connue comme il sait faire, Xavier Niel, aujourd'hui, moi, je paye beaucoup d'impôts, mais finalement, je ne sais pas trop à quoi servent mes impôts. Alors, les impôts sont-ils mal répartis? La richesse est-elle mal distribuée? Les riches sont-ils trop taxés? Payez-vous trop d'impôts? C'est à ces questions que nous allons répondre aujourd'hui. Et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui avec moi ma collègue Chloé Ridel. Bonjour Chloé. Bonjour, merci beaucoup. Donc Chloé, Très heureuse d'être là. Merci à toi. Tu es députée depuis juin dernier. Tu es également porte-parole du Parti socialiste, une des voix qu'on entend beaucoup au Parti socialiste, de cette génération qui émerge depuis maintenant de nombreuses années. Je suis très heureux que tu sois avec nous. Et avant d'être porte-parole du Parti socialiste, avant d'être députée européenne dans le groupe socialiste, tu as cofondé l'association Mieux Voter, qui encourage l'engagement civique, et tu es très impliqué aussi pour ton territoire gardois, dans lequel tu œuvres beaucoup et où tu viens d'ouvrir ta permanence. Ouais. Voilà. Donc tu nous inviteras peut-être dans ta permanence, mais tu t'intéresses aussi beaucoup aux questions
internationale et tu as écrit notamment D'une guerre à l'autre, l'Europe face à son destin aux éditions de l'Aube. Et puis enfin, le combat pour la justice sociale est au cœur de ton engagement militant. Et puis, je reçois aussi, et j'en suis très heureux, Lim Wong Nok. Tu connais bien cette maison, puisque tu as été député européen français jusqu'en 2014, de 2009 à 2014. Tu es surtout économiste, un économiste connu, reconnu, maître de conférences à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et tu as été très actif dans les débats économiques européens. Je me rappelle, c'était à l'époque où j'étais moi étudiant, des débats sur le traité constitutionnel européen. Et tu avais fait partie des artisans du non à l'époque sur ce traité constitutionnel européen. Tu t'étais beaucoup engagé, je me rappelle de tes très nombreuses notes. Tu as écrit de très nombreux livres, notamment l'auteur de Sarconomics et Il faut faire payer les riches en 2007. Tu as publié aussi chez Grasset, et on en reparlera, je suppose, un livre qui s'appelle Vive l'impôt, dans lequel tu revenais sur les origines de l'impôt. Et puis, ce livre-là, qui est récent, que tu m'as offert ce matin, L'Europe, ennemie de la République. Donc, merci. Avec un point d'interrogation. Avec important, un point d'interrogation. Donc, en tout cas, merci à toi. Merci pour votre présence à tous les deux. Et je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, en commençant, Lim, avec toi, d'abord, sur une question simple. On parle beaucoup d'impôts, les gens parlent beaucoup d'impôts. Les Français, les Européens, c'est quelque chose qui interpelle. Tous les mois, on paye des impôts. Et finalement, c'est quoi l'origine de l'impôt? Pourquoi est-ce qu'on paye des impôts? C'est quoi l'impôt républicain? Quelle est cette origine? L'origine, c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui demande à chacun de participer à la solidarité nationale selon sa faculté contributive. Parce qu'à l'époque, avant la Révolution, souvenons-nous que les classes privilégiées ne payaient pas l'impôt. C'était les serfs et les roturiers qui payaient l'impôt. Et le clergé et la noblesse ne payaient pas l'impôt. Donc la question fiscale est au centre de la Révolution et des États généraux de l'époque. Et la justice fiscale aujourd'hui est revenue sur le devant de la scène parce qu'il y a une sécession des classes riches, des nouveaux rentiers que sont les détenteurs de la propriété financière, pour échapper à l'impôt et pour faire sécession quant au financement de l'État social aujourd'hui. Et c'est ça le vrai débat qui est revenu sur le tapis. Oui, en fait, finalement, on le voit, le vrai débat, c'est ça. C'est est-ce que ce qui a fait l'origine de l'impôt est aujourd'hui totalement remis en cause? Et finalement, il y a une question à laquelle il faut qu'on essaye de répondre, je pense. C'est est-ce que les riches sont en train de faire sécession dans ce pays? Comment tu sens ça, Chloé? Moi, je pense que on peut se poser la question, en tout cas. Lim rappelait l'article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit « Pour l'entretien de la force publique, une contribution commune est indispensable, l'impôt, et elle doit être répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. » Je crois que c'est ça que dit le texte. Et ce texte, c'est un texte qui pose le principe de l'égalité devant l'impôt. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un pays, et c'est pas moi qui le dis, c'est un grand économiste comme Gabriel Zucman, on est dans un pays, la France, qui est un paradis fiscal pour les milliardaires. Parce que les milliardaires, les gens très très riches, ne gagnent pas leurs revenus via le salaire, comme tous ceux qui travaillent, mais via les dividendes, et donc via les revenus du capital, qui eux sont moins taxés que les revenus du travail. Donc au final, en proportion de leurs revenus, ils sont très très peu taxés. Et malgré ça, on entend toujours des Bernard Arnault, il n'y a pas si longtemps que ça, tu l'as cité dans ton introduction, Pierre, qui nous disent mais si vous osez augmenter les impôts en France, même d'un petit peu, je vais aller dans ce monde merveilleux que sont les États-Unis de Donald Trump. Je rappelle que Bernard Arnault, quand François Mitterrand avait été élu en 1980, c'était là aussi expatrié tout de suite aux États-Unis et que c'est à ce moment-là qu'il avait rencontré Donald Trump, d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut qu'on rappelle à ces personnes riches, à Bernard Arnault, qui a des talents immenses, ça ne s'est pas remis en question, qu'il doit aussi prendre conscience et reconnaître qu'il a toujours été favorisé dans sa vie, qu'à 27 ans, il est devenu PDG de l'entreprise de son père, qu'ensuite, il a pu faire fortune, ça on l'oublie souvent, en rachetant à l'époque l'entreprise qui possédait Christian Dior grâce à des fonds publics, et que ce qui fait sa fortune aujourd'hui, le savoir-faire chez LVMH, chez Dior, ce sont
c'est un savoir-faire séculaire des travailleurs français et que ça se respecte et ça se finance. Les milliardaires ne construisent pas leur fortune comme ça par un espèce de don du ciel, c'est parce qu'on leur apporte la sécurité, c'est parce qu'il y a la sécurité sociale pour leurs employés, la formation, l'éducation, et il faut qu'ils y contribuent. Alors ça, justement, on y reviendra un peu plus tard dans le débat, mais si on s'arrête un instant, Lim, tu le disais, sur la partie historique de l'impôt. Parce que là, on voit très vite, et on va y revenir, on rentre dans le débat, mais la partie historique, elle est centrale. Vous l'avez rappelé tous les deux. Finalement, quand l'impôt est mis en œuvre, comment réagissent les classes dites favorisées à l'époque, ceux qui étaient donc exonérés d'impôts, qui ne payaient pas d'impôts, qui ne participaient pas par leur contribution? Est-ce qu'à l'époque, déjà, il y avait cette volonté de combattre cette mise en place de l'impôt? Comment ça s'est un peu passé? Il a fallu une révolution et des têtes coupées, malheureusement. Et par la suite, l'impôt sur le revenu n'a été mis en place que tardivement. Jusqu'au début du XXe siècle, l'impôt, c'était ce qu'on a appelé les quatre vieilles, qui ont accouché des impôts locaux qu'on connaît. La taxe foncière, l'ancienne taxe d'habitation, la taxe professionnelle. Bon. Et le premier qui a eu l'idée de l'impôt sur le revenu sous sa forme moderne, c'est Joseph Caillaux. L'Assemblée nationale adopte le 2 juillet 1914 le principe de cet impôt. Avec beaucoup de réticence de la droite. Oui, déjà. Avec un taux très bas pour commencer. Et il a fallu la guerre, malheureusement, pour que les classes dominantes acceptent de financer l'effort de guerre par un impôt progressif. Et c'est comme ça que l'impôt progressif a été mis en place, parce que les classes dominantes, sans doute, culpabilisaient d'envoyer au front les classes populaires. Bien sûr. Et ensuite, la reconstruction a été financée en grande partie parce que l'impôt sur le revenu progressif a pu se déployer. Bien sûr. Et il y a aussi toute une question qui est sous-jacente. Chloé, tu l'abordais juste un peu avant. Lim, tu viens d'y revenir aussi. C'est le lien, et ça, Chloé, comme c'est des sujets sur lesquels je sais que tu as beaucoup travaillé, c'est le lien finalement entre paiement de l'impôt, consentement à l'impôt et citoyenneté. Est-ce que finalement, le payer des impôts, et donc, je vais aller un peu plus loin dans une question, payer beaucoup d'impôts, on le disait par exemple Bernard Arnault, Xavier Niel, tout un tas d'autres très grandes fortunes, ça leur donne plus de droits qu'à celles et ceux de nos concitoyens qui ne payent pas d'impôts. Parce qu'en fait, il y a un chiffre qu'on évoque assez peu généralement, et ça c'est assez peu mis en avant dans le débat public. En France, il y a 41 millions de foyers fiscaux, grosso modo. Et sur ces 41 millions de foyers fiscaux, il y a un peu moins de 20 millions de Français qui payent l'impôt. Et donc c'est aussi un débat qu'on entend souvent. Est-ce que la citoyenneté et le lien à l'impôt est établi? Non, parce que la citoyenneté, ça ne s'achète pas, tout simplement. Et la vision que tu viens de décrire là, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, qui pensent que parce qu'ils payent plus d'impôts, ils ont plus le droit d'influencer la chose publique et la politique. C'est comme ça que Bernard Arnault réfléchit, ou que des gens comme Xavier Niel réfléchissent. Et ça, quand on est républicain et quand on est démocrate, il faut mettre un stop net. Parce qu'on a fait toute une révolution pour faire accepter un principe simple, un homme, à l'époque, égale une voix. Donc c'est pas en fonction de votre fortune que dans le cadre des élections, vous pouvez davantage influencer le cours des choses et l'avenir politique du pays. Et je regrette que c'est ce qu'essaie de faire Bernard Arnault, il n'y a pas plus tard que cet été, où cela a fait l'objet d'enquêtes dans la presse. Il a été démontré que Bernard Arnault avait pesé de tout son poids, pour empêcher, et Pierre, tu étais aux premières loges, pour empêcher qu'un gouvernement de gauche, qu'un Premier ministre ou qu'une Première ministre de gauche soit nommé par Emmanuel Macron. Et en fait, il a le droit de le penser, cet homme-là. Il a le droit de refuser un gouvernement de gauche pour le pays. Mais il n'a pas à peser avec la fortune qui est le sien et l'influence qui est la sienne pour essayer d'influer sur la décision du président de la République. C'est tout. C'est inacceptable. Et donc, de ce point de vue-là,
on peut se demander si on est tout à fait en démocratie, si on laisse comme ça les riches, à travers notamment le rachat des médias par des gens très très riches en On va y France, revenir, du fait qu'on n'arrive pas à avoir un financement démocratique des médias, que les riches aient autant de poids et de pouvoir sur la politique du pays. Et alors, est-ce que tu penses qu'on peut dire, Lim, que finalement, cette question de consentement à l'impôt et donc ce recul finalement lié au consentement de l'impôt tel qu'on le voit, tel qu'on le décrit, je recherchais tout à l'heure, je ne la trouvais pas, la phrase de Xavier Niel dont je voulais vous parler, qui était quasiment passée inaperçue. Xavier Niel, il avait dit « Le problème, c'est que l'impôt, c'est comme litchi. Tout le monde met de l'argent dans un pot commun, c'est une grande cagnotte. Après, elle est gérée par des gens et on ne sait pas comment ça marche. C'est un peu opaque. » Et est-ce que finalement... Oui, mais c'est la démocratie. Et alors, finalement... C'est l'Assemblée nationale qui décide. Voilà. Mais alors, justement, finalement, est-ce que ces attaques sur l'impôt, elles ne peuvent pas être liées à ce qu'on voit un peu partout dans le monde, et Trump en est un modèle malheureusement néfaste, d'une attaque finalement aussi directe sur nos démocraties. Quand je parlais tout à l'heure de sécession, de rupture... Mais les classes riches aujourd'hui veulent d'autant plus faire sécession que, contrairement à une illusion d'optique, elles ne payent pas beaucoup d'impôts en proportion de leurs revenus. Quand on regarde la courbe des taux d'imposition en fonction du revenu et de la richesse des individus, on se rend compte que l'impôt en France, tout impôt confondu, est dégressif quand on atteint le haut du panier. Les premiers de cordée, en proportion de leurs revenus, ont un taux d'imposition total inférieur à 30%, alors que si vous prenez les 40 du milieu, les classes moyennes, elles sont entre 46 et 50. Alors ça, justement, c'est important, et je te redonne la parole tout de suite, parce que je voudrais qu'on le reprécise bien, parce que là aussi, ça fait partie des sujets qu'on n'a plus tous en tête. Comment est réparti aujourd'hui en France, si on prend l'exemple français, dans le budget de l'État, pour 2025, il y a 317 milliards d'euros de recettes. Comment est-ce que ces 317 milliards d'euros de recettes viennent ? Vous avez 28% de ces recettes qui viennent de la TVA, c'est-à-dire ce qu'on paye tous les jours dans notre consommation. 24% de l'impôt sur le revenu, donc qui est donc prélevé sur les ménages. 15% de l'impôt sur les sociétés et 4% de la TICPE, c'est-à-dire la taxe intérieure sur les produits énergétiques. Et c'est ça que je voulais repréciser, et je te laisse rebondir tout de suite là-dessus par rapport à ce que tu disais, il y a un autre élément qui est important, ce sont les barèmes de l'impôt. Parce que là aussi, c'est pareil, on se dit comment est fait le... Et en fait, les barèmes de l'impôt, c'est assez simple. Jusqu'à 11 000, enfin presque 12 000 euros de revenus imposables, vous avez 0% de taux d'impôt. De 12 000 euros à 29 000 euros, vous avez 11%. Ensuite, de 28 000 à 82 000 euros, c'est 30%. Puis ensuite, de 82 000 à 177 000, c'est 41%. Et si vous êtes supérieur à 177 000 euros de revenus imposables annuels, ça passe à 45%. Et ce que tu nous disais à l'instant, et j'aimerais que tu reviennes là-dessus, c'est important, c'est qu'en réalité, grosso modo, la grande masse des gens payent aux alentours de 30% de revenus d'imposables. C'est à peu près ça. Non, moi, je prenais tout impôt confondu, parce que si on prend toutes les recettes de l'État, il y a l'impôt sur le revenu. Mais l'impôt sur le revenu, c'est moins de 30% des recettes fiscales. Exactement. Ensuite, il y a l'impôt sur les sociétés. C'est grosso modo 18% des recettes fiscales. Mais l'autre moitié des recettes fiscales, c'est l'impôt indirect. C'est un tiers la TVA, c'est la TICPE, enfin, c'est toutes les taxes indirectes qui pèsent sur les ménages. Et quand on prend les classes moyennes, on arrive grosso modo aux proportions que tu as indiquées sur la part de chacun des types de prélèvements. Mais quand on prend les classes riches, elles payent quasiment pas de TVA parce qu'elles sont tellement riches que la part du revenu qu'elles consacrent à la consommation, elle est très faible. Elles payent très peu d'impôts sur le revenu. Le taux d'imposition sur le revenu des classes riches, des milliardaires, il est inférieur à 10%. Il est de cet ordre-là parce qu'on a sorti du barème de l'impôt sur le revenu les revenus du capital. Donc Chloé disait qu'ils constituaient l'essentiel de leurs revenus. Un riche,
il n'est pas payé en salaire, ou alors symboliquement dans sa boîte quand il lui faut une fiche de paye. Mais l'essentiel de son revenu, c'est les dividendes issus de ses actions. Or, Sarkozy en premier, et ensuite Macron a réactivé le dispositif parce que Hollande, entre-temps, l'avait supprimé. Ont inventé un impôt spécial pour les riches qui s'appelle la flat tax sur les revenus du capital, qui consiste à leur permettre de sortir de l'assiette de l'impôt sur le revenu taxé au barème progressif que tu as indiqué, eh bien, les revenus du capital, qui constituent l'essentiel de leurs revenus. Et désormais, c'est taxé à un taux. J'enlève les prélèvements sociaux parce que les journalistes mettent les prélèvements sociaux dessus. Nous, on ne met jamais les prélèvements sociaux dans le barème de l'impôt sur le revenu. Si on prend la flat tax en tant que telle et qu'on le compare avec les tranches que tu as indiquées, c'est un taux très avantageux parce que c'est 12,8%. C'est seulement 12,8%, hors prélèvements sociaux. Et donc, ça explique que sur les très hauts revenus, le taux d'imposition soit très bas. Alors, ils payent un peu d'impôt sur le patrimoine, mais comme on a supprimé l'ISF, c'est-à-dire qu'on a enlevé les valeurs mobilières qui constituent l'essentiel de leur patrimoine de l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, eh bien, ils payent très peu d'impôt sur le patrimoine. Et ceci explique que le taux d'imposition des très riches, aujourd'hui, il est extrêmement faible, et il est beaucoup plus bas, il est de l'ordre de 27 à 30%. Zuckman a publié ça sur son compte il y a une semaine. Il a fait un trade très intéressant. Alors que si on prend les 40% du milieu qui payent plein pot, les classes moyennes, elles sont entre 46 et 50%. Et tout ça est le résultat d'une offensive de l'Association française des entreprises publiques. Alors tu parlais de 81, la FEP a été très précisément créée en 81 quand les grands bourgeois craignaient les chars russes sur les Champs-Élysées. Donc ils ont créé la FEP pour mettre la pression sur les gouvernements pour qu'ils y aillent mollo sur l'impôt. Et la FEP est très peu connue du grand public parce qu'elle agit dans l'ombre. Et plus elle agit dans l'ombre, plus elle est efficace, c'est bien connu. Et son agenda a été mis en place à partir de 2017, c'était le mandat de son président de l'époque, Laurent Burel, qui a rencontré l'équipe de Macron juste avant la première loi de finances en 2017 et lui a imposé quasiment le paquet fiscal qui a été mis en place et qui incluait la flat tax sur les revenus du capital, la suppression de l'ISF, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la suppression de l'impôt sur les dividendes et tout le tralala. Et tout ça, ça coûte aujourd'hui 60 milliards au budget de l'État. Et c'est très précisément les 60 milliards qui manquent et qu'on essaye de rechercher à chaque budget par des mesures d'économie des dépenses. Et en fait, c'est l'agenda de la FEP qui a été mis en place. Et la FEP a mis en place, en vérité, ce que l'économiste Georges Gilder, qui est un économiste libertarien, avait demandé à Reagan de faire lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 1980. Et il lui a dit, mais c'est très simple, on ne va pas tergiverser sur les dépenses. Si vous voulez baisser les dépenses, il faut commencer par baisser les impôts pour tarir l'État des ressources nécessaires pour financer les dépenses. Et après, vous allez voir, ils vont être obligés d'accepter les baisses de dépenses parce qu'il n'y aura pas de quoi les payer. C'est exactement la stratégie que la FEP a imposée aujourd'hui. Et là, les gouvernements successifs sont en train de faire les fonds de tiroir pour regarder les dépenses qu'il faut renacler. Donc finalement, on en revient sur le point qu'on évoquait précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une bataille culturelle et une bataille politique qui est menée sous prétexte de la question fiscale, sous prétexte de l'impôt, en disant que, en vérité, on paye toujours trop d'impôts, que les riches sont trop taxés, qu'il y a donc des menaces de partir, que ça nuit à la compétitivité. On y reviendra peut-être parce que ici, là, dans cette enceinte du Parlement, on n'entend plus que ce mot maintenant, c'est simplification et compétitivité. Donc quand on dit simplification, Lim, pour te faire une petite mise à jour, comme tu n'étais pas venu ici depuis longtemps, quand on dit simplification ici dans les couloirs, c'est comment on fait exploser le Green Deal? Comment on fait sauter toutes les mesures sociales, environnementales? Et quand on dit compétitivité, c'est comment est-ce que finalement on abaisse le coût du travail, parce que c'est comme ça que tout ça est amené en permanence, et comment est-ce qu'on permet aux entreprises d'aller chercher toujours plus de marge. Mais on en revient en fait au point qu'on évoquait avant sur l'influence de quelques-uns sur le monde des décideurs politiques, notamment des libéraux, des néolibéraux, Macron en France, von der Leyen ici,
évidemment Trump aux États-Unis et bien d'autres ailleurs, qui en fait amènent des ressorts qui viennent attaquer directement notre contrat social, nos démocraties, viennent abaisser les droits. Et nous, en tant que femmes et hommes de gauche, ça fait partie des sujets. Parce que, par exemple, quand on parle de la question, tu l'évoquais à l'instant, sur les 60 milliards, ce volume des 60 milliards d'euros qui manque, qu'est-ce qu'on va dire spontanément ? Si tu arrives sur un plateau télé autre que notre plateau télé, si tu dis, mais il faut faire payer les plus riches, on va dire, mais vous êtes des gauchistes en fait. Madame Ridel, vous êtes une gauchiste. Mais, non, mais c'est ça la vérité. Ouais, et donc aujourd'hui, ça, ouais. on doit mener une bataille politique et culturelle pour dire Tout à fait. aux gens qui notamment sont finalement les Français, les Européens qui nous intéressent, c'est-à-dire ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, qui sont cette classe moyenne sup, classe moyenne inférieure, qui finalement n'ont droit à rien. C'est ça qu'on entend aussi et qui fait partie d'un discours qui permet de nourrir le discours d'extrême droite, qui n'ont droit à rien et qui ont l'impression de payer pour tout le monde et qui disent, bah regardez, puisque les grands patrons disent qu'ils sont trop taxés, nous aussi, finalement, on est trop taxés. En fait, la vérité, c'est que ces Français-là payent plus que les grands patrons que tu disais. Et donc, ça participe, je crois, de ces difficultés. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, je vais vous poser une question provocatrice, Chloé. Allez. Vas-y. Est-ce qu'aujourd'hui, Comme on doit dire, nous, en tant que socialistes, on doit assumer de dire « vive l'impôt, force à l'impôt », et on doit faire payer les plus riches et se battre pour ça. Bien sûr qu'on doit dire vive l'impôt et on doit dire vive l'égalité devant l'impôt. D'abord, pourquoi est-ce qu'on doit dire vive l'impôt ? Parce que quand on est socialiste, on pense que pour être libre, un individu doit prendre part à une société, en être solidaire et que c'est comme ça qu'on est libre. C'est grâce à la société qui nous apporte la sécurité, qui nous apporte l'éducation, qu'on peut s'épanouir, et c'est parce qu'il y a des règles, et des limites qu'on est libre. Et ça, c'est l'inverse de ce que pensent les libertariens, qui ont, eux, une vision de la liberté comme une sorte de liberté de nuire sans entrave, de s'enrichir sans limite. Et ça, c'est une liberté, une liberté qui, en fait, revient à la liberté de dominer, d'écraser l'autre. C'est la loi du plus fort. Donc nous, comme socialistes, on s'est toujours opposés à ça et on a une vision sociale de la liberté qui implique une contribution commune, l'impôt. Encore faut-il qu'on soit tous égaux devant l'impôt. Et tu l'as dit, moi je suis du Gard, dans mon territoire, j'entends beaucoup le discours que tu viens de décrire du style « mais Bernard Arnault, il est riche, il le mérite, laissons-le être riche, C'est ça, ouais. Et moi je paye trop d'impôts, il y a trop d'impôts ». Et en fait, il faut bien voir que parce que les riches ne payent pas leur juste part d'impôts, on étrangle et on étouffe les gens qui travaillent, les classes moyennes, les classes populaires, le gars qui a sa petite SARL dans le bâtiment, qui bosse du lundi au dimanche de 7h à 20h et qui, à la fin, pour tout ce qu'il travaille, ne gagne pas assez, ne s'y retrouve pas. Et il dit, voilà, je paye trop d'impôts, l'URSSAF, etc. Et il faut bien faire comprendre aux gens que c'est précisément en faisant payer aux riches leur juste part d'impôts qu'on arrivera à eux leur donner de l'oxygène et à faire en sorte qu'ils vivent mieux de leur travail. Je veux quand même rappeler que l'impôt sur les sociétés en France, il est passé, et en Europe, en moyenne, il est passé de 40% en moyenne à 20% aujourd'hui. Le taux d'impôt sur les sociétés en Union européenne est plus bas que la moyenne mondiale. C'est-à-dire qu'il y a eu une fuite vers le bas à partir du traité de Maastricht et de l'ouverture de ce grand marché sans règles communes d'harmonisation des impôts. Et ça a fait que c'est le marché qui nous a dicté les règles et qui a amené le taux d'impôt sur les sociétés vers le bas. Aujourd'hui, il y a encore 35% en France des profits des entreprises qui sont transférés dans les paradis fiscaux. C'est 7 milliards de manque à gagner par an sur l'impôt sur les sociétés. Donc, il faut arrêter de nous dire que c'est à cause des impôts qu'il n'y a pas de compétitivité. S'il y a un manque de compétitivité, sincèrement, c'est plutôt à cause de la concurrence déloyale que crée aussi la mondialisation dérégulée, les accords de libre-échange où on ne met pas sur un même plan les entreprises, par exemple européennes avec celles chinoises. C'est ça qui entrave la compétitivité de nos entreprises européennes. Et c'est ça, nous, qu'on porte ici comme socialistes. On dit, nous, on n'est pas contre l'échange, on est pour le juste échange et on veut que, parce que si nous, on impose des normes environnementales et un code du travail à nos entreprises, et ça, c'est l'acquis de 2 siècles de combats sociaux, on ne va quand même pas s'asseoir là-dessus. Il faut aussi que les entreprises qui souhaitent nous vendre leurs produits respectent les mêmes règles. Sinon, il y a un problème de compétitivité. Mais arrêtons d'attaquer l'impôt et faisons comprendre aux gens qui travaillent
que, oui, les gens qui sont très riches, ils ont du mérite, ils sont intelligents. Mais, pardon, Bernard Arnault, il doit gagner, je sais pas moi, 10 000 fois plus que le gars qui a sa SARL dans le bâtiment. Est-ce qu'il travaille 10 000 fois plus? Non, il n'y a que 24 heures dans une journée, c'est pas possible. Est-ce qu'il est 10 000 fois plus intelligent? Non plus, non plus. Donc, il y a un moment, il faut revenir à une rémunération du travail qui est basée sur le mérite et pas sur la spéculation, ce qui est le cas aujourd'hui. Voilà, donc ce qu'il y a devant nous. Et heureusement qu'il y a des socialistes. Alors, c'est pas facile d'être socialiste en ce moment, parce que, comme dit Pierre, on se fait traiter de gauchiste. On parle de ça, c'est oh, vous êtes d'affreux gauchistes, parce qu'il y a une sorte de bataille culturelle avec l'idée libertarienne qui avance. Mais moi, je pense que jamais on a eu autant besoin de nous, des socialistes, pour rappeler que les conquêtes sociales, on les a eues à haut prix, que c'était pour le peuple qu'on s'est battu et qu'il faut continuer de se battre pour préserver ces acquis sociaux et en obtenir de nouveaux. Vas-y, je t'en prie. C'est très intéressant ce que vous m'apprenez tous les deux sur ce qui se passe dans ce Parlement, où j'avais connu une période où, de l'autre côté de l'hémicycle, ce qui était à la mode, c'était plus le libéralisme social, ou le social-libéralisme, peu importe, qui était hégémonique il y a une dizaine d'années, qui consistait à dire, bon, le marché est efficace, mais il a des défaillances et l'État peut quand même les corriger en réglementant, éventuellement en intervenant, en modifiant les comportements, etc. etc. Et d'ailleurs, le Green Deal, c'est ça. Hein, c'est un Green Deal, bon, il a plein d'imperfections, mais sur le fond, il est social-libéral. Il consiste à dire, voilà, on va mettre des normes, et puis on va mettre un marché carbone pour modifier le comportement. Ils ne vont pas jusqu'à dire il faut permettre aux États d'intervenir dans les monopoles naturels, comme le disent les libéraux sociaux dans une certaine littérature. Mais ça, c'est devenu trop à gauche pour les nouveaux conservateurs, qui sont de l'autre côté de l'hémicycle aujourd'hui. Et ici, apparemment, et aux États-Unis, et partout dans les parlements nationaux européens. Et Chloé a raison de dire que la mode aujourd'hui, c'est les libertariens. Bien sûr, c'est les libertariens. Et à travers leur vocabulaire, quand ils disent « à bas la bureaucratie, à bas la norme », en fait, c'est à bas le socialisme. Leur sujet, c'est que l'Europe, et la France en particulier, qui était en pointe de ce modèle, est devenue trop socialiste. Alors que beaucoup de choses ont été détricotées quand même depuis 20 ans. Mais pour eux, c'est encore trop socialiste. Et donc, il faut défaire définitivement ce modèle. C'est ça l'agenda des nouveaux conservateurs qui sont en train d'essayer de devenir hégémoniques, et sur le plan politique et sur le plan idéologique. Mais sur la partie des libertariens que vous avez tous les deux évoqués, je pense qu'on est au cœur, d'un point de vue de théorie politique, au cœur de ce qui est en train de se passer. Et en fait, le point, je pense que nous devons, nous, en tant que socialistes, mettre en avant et expliciter auprès des gens, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que les libertariens, sur l'échiquier politique, ils vont de la droite, classique, traditionnelle, telle qu'on la connaît, à l'extrême droite. Et ça, je pense que c'est très important aussi de le décrire. Tu viens de le faire de manière extrêmement juste. En fait, on voit l'extrême droite qui, aujourd'hui, explique, et d'ailleurs, quand on regarde les résultats électoraux et les sondages qui sont faits, l'extrême droite fait une part très conséquente de ses voix, notamment en France, mais c'est partout pareil en Europe et dans le monde, chez les catégories les plus populaires, notamment en France, chez les catégories sociales les moins aisées, classe moyenne inférieure et catégories sociales des Français les plus en difficulté, en partie, c'est découpé. Mais en réalité, le discours de fond qu'il porte d'un point de vue économique est le discours de protection de ces ultra-riches, le discours de protection qui fait qu'on va détricoter des droits pour ces gens qui n'en ont déjà que très peu, qui ont très peu d'argent à la fin du mois, qui eux payent pour les autres, pour favoriser toujours ces ultra-riches. Et je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important à mettre en avant dans le débat politique. Et c'est pour ça que j'ai parlé à plusieurs reprises de cette bataille culturelle qu'on doit mener, que je voulais qu'on prenne la question de l'impôt de ce point de vue-là de manière frontale. Parce que sinon, on en revient à ce que disait Chloé. Enfin, moi, qui suis élu dans la Drôme depuis longtemps,
j'entends ça tout le temps. Vous avez quelqu'un qui, de bonne foi, gagne 2000, 2200 euros net par mois et qui a l'impression de tout payer, de payer pour les autres et qui finalement, quand il entend ou quand elle entend qu'on critique Bernard Arnault, va avoir à nous dire « Oui, mais regardez, il l'a mérité et puis finalement, il paye des impôts et tout le monde paye des impôts. » Je pense qu'on doit absolument réinverser ça. Parce que, par exemple, moi, je veux rappeler un chiffre, c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent de se rappeler des chiffres. En 10 ans en France, la France a gagné 400 000 millionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a en France 2,8 millions de Français qui sont millionnaires. Et sur la même période, on a le nombre de pauvres qui est passé de 4,2 millions de Français en situation de pauvreté à 5,2 millions de Français en situation de pauvreté. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que c'est 900 000 personnes. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'en fait, les cadeaux, les effets fiscaux, ils ont permis à une part de plus en plus restreinte de la société de s'enrichir, de devenir toujours de plus en plus riche, et à la part qui était en situation de difficulté, de décrocher de plus en plus, et on crée des ruptures et des inégalités très fortes qui amènent en vérité les populistes à jouer de ce qu'on entend. Ce que tu dis, à battre la bureaucratie. Quand on voit Milei en Argentine avec la tronçonneuse, on va faire tomber la bureaucratie. Pourquoi ? C'est parce qu'on dit aux gens, regardez, c'est ça qui vous coûte cher. Ce qu'ils appellent bureaucratie, c'est l'administration. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent l'administration. Et après, on va dire aux gens, il faudra travailler plus, le système des retraites, c'est ça qui vous coûte cher, etc. Et donc je crois qu'on doit reprendre ça. Et pour terminer un peu sur cette émission, parce que le temps passe vite, une question qui... là aussi peut paraître un peu surprenante. Est-ce que la France, vous l'avez un peu évoqué tous les deux, mais je veux qu'on s'arrête là-dessus, est-ce que la France et est-ce que l'Europe, mais surtout la France, est-ce que la France est devenue un paradis fiscal pour les ultra-riches ? C'est ce que dit Gabriel Zucman. Il le dit parce qu'il montre que, c'est ce qu'on disait plus tôt, les ultra-riches ne gagnent pas leurs revenus via des salaires, mais via des revenus du capital, qu'ils mettent dans des holdings. Ça, c'est permis, ça s'appelle de l'optimisation fiscale. Et c'est comme ça qu'ils échappent à l'impôt. Et en réalité, la France taxe moins les milliardaires que les États-Unis. Et oui, parce qu'aux États-Unis, il y a des taxes sur les dividendes que touchent les ultra-riches quand ils sont actionnaires de leurs entreprises. Et donc, in fine, si Bernard Arnault voulait s'expatrier dans les États-Unis de Donald Trump, il paierait plus d'impôts qu'aujourd'hui en France. C'est ce que nous explique Gabriel Zucman et c'est la raison pour laquelle on soutient la proposition de loi qu'il a inspirée, qui a été, je crois, adoptée hier en commission à l'Assemblée nationale, qui passera en séance publique le 20 février. Et voilà, les socialistes, aux côtés des autres forces de gauche, et je l'espère aussi d'une partie du bloc central, iront voter sur cette proposition de Gabriel Zucman pour imposer une taxation minimale des ultra-riches à hauteur de 2% de ce qu'ils possèdent par an. Et pourquoi 2%, c'est pas beaucoup ? Parce que Gabriel Zucman montre que sur les 40 dernières années, la rentabilité du capital de ces ultra-riches, c'est 7% par an. Donc quand on leur prend 2%, c'est moins que ce qu'ils gagnent en rentabilité par an. Mais ça permettrait de faire rentrer dans les caisses de l'État 20 milliards chaque année. Ce qui est considérable, c'est à peu près le déficit, par exemple, du système privé de retraite. Donc voilà, on a peut-être la solution là, en tout cas une des pistes de financement. Et donc il ne faut pas... C'est devenu de plus en plus compliqué, tu as raison Pierre, de parler d'impôts, sincèrement. Dès qu'on parle d'impôts, on nous explique qu'en fait, avant de parler d'impôts, il faut peut-être réduire les dépenses publiques, sans voir qu'en fait... Là aussi, les services publics ont été appauvris par la sécession des plus riches qui vont dans l'école privée, qui vont dans les cliniques privées, qui se font du beurre aussi sur les actes les plus rentables par rapport, par exemple, aux hôpitaux publics. Donc, l'appauvrissement des services publics, il est aussi organisé du fait de la sécession d'une partie des plus riches. Donc tout ça est un serpent qui se mord la queue. Il faut tous qu'on revienne à un peu de raison, je crois. Évidemment qu'il y a des économies à faire dans les dépenses publiques. Évidemment que, par exemple, je parlais de l'URSSAF tout à l'heure. Sincèrement, peut-être que ça pourrait être plus simple. On pourrait même, par exemple, céder de l'intelligence artificielle, pourquoi pas, pour simplifier le remplissage des déclarations, ainsi de suite. Moi, je suis pas, vous voyez, on n'est pas opposé à trouver des améliorations quand on est socialiste sur les questions de bureaucratie, entre guillemets. Mais voilà, il faut aussi voir que, oui, la France est un paradis fiscal pour milliardaires.
Alors, Lim, toi aussi, tu partages? La France, c'est un paradis fiscal? Là, ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, j'espère qu'ils ont bien suivi toute l'émission parce qu'ils vont se dire, cette fois, vraiment... Non, mais on est quand même dans un discours qui est totalement à contre-courant. Mais pour les riches, oui, c'est un paradis fiscal. J'ai montré tout à l'heure que leur taux total d'imposition était quasiment de 20 points inférieur aux classes moyennes. Donc, quand sur tous les impôts, vous payez que moins de 30% de votre revenu alors que vous gagnez 1000 SMIC, il y a un petit sujet quand même. Et les chiffres d'Oxfam sont saisissants. La fortune des milliardaires dans le monde a augmenté de 2000 milliards en 2024. Et ça va continuer parce qu'on est dans une situation où dans le capitalisme financier, les dividendes croissent plus vite que le PIB. Et les dividendes, ça alimente naturellement le revenu des plus riches. Mais que font les plus riches de leurs revenus? Ils ne consomment pas tout. Quand vous êtes à 500 SMIC, vous en bouffez la moitié, vous avez déjà un sacré train de vie. Bon, le reste, qu'est-ce que vous en faites? Votre banquier, il vous fait les placements. Et les meilleurs placements, c'est quoi? C'est les actions. C'est ça qui constitue l'essentiel de votre patrimoine. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est juteux parce que ça rapporte encore des dividendes qui vont faire grossir le patrimoine. Et c'est un jeu sans fin. Et c'est la raison pour laquelle, Zucman a raison, si, en plus de l'impôt sur le revenu, et là, il faudrait réintégrer les revenus du capital dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, parce que 12,8 comme flat tax, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Parce qu'il leur reste le reste, qui leur sert justement à acheter des actions et à faire grossir le patrimoine. Donc si vous tapez pas le patrimoine, le patrimoine il grossit toujours plus. Puisque la partie qui n'est pas taxée par la flat tax, elle est en partie consommée, mais en grande partie, elle va alimenter le patrimoine qui grossit. Donc s'il n'y a pas un impôt sur le patrimoine, en plus d'un impôt sur le revenu, sur les flux de revenus, enfin un impôt sur les flux de revenus et un impôt sur le stock de patrimoine, vous ne pouvez pas combattre l'injustice fiscale. Et la proposition de Zucman revient de fait à rétablir un ISF en version plus moderne que le précédent, parce que le précédent comportait plein de niches fiscales qui beaucoup moins de personnes. Voilà, qui faisaient que en fait, le rendement n'était pas énorme, il n'était que de 4 milliards. Et le barème, il était progressif quand même. Hein. On avait un barème progressif avec des taux très bas inférieurs à 1,5, puisqu'on avait 0,5, 1 et 1,5, il y avait 3 tranches. Et là, ce que propose Zucman, c'est de mettre à 2%. Là, on pourrait réfléchir à un barème progressif. Alors, après, on peut réfléchir sur les taux, mais là, quand on reviendra au pouvoir, on travaillera sur le bon barème. Mais l'idée est de mettre ça sur une assiette plus élargie qui permette d'instaurer plus de justice fiscale, parce que sinon, vous allez avoir l'arbre de la rente qui va pousser, mais alors jusqu'au ciel. Et alors, cet arbre de la rente, c'était pas... Là, on a une discussion à bâton rompu, c'était pas dans la discussion du jour, mais j'en profite, comme tu es là et tu l'as évoqué. Il y a un sujet qui passe totalement sous les radars médiatiques. Tu parles du revenu disponible des ultra-riches. Ouais. Tu prenais l'exemple, tu dis un ultra-riche qui gagne 500 SMIC. Bon, quand il en aura dépensé 250, les 250 autres SMIC qui restent, il va les mettre de côté, grosso modo. Il va acheter des actions. Son argent. Mais un citoyen qui arrive à mettre un peu d'argent de côté, il y en a. On a vu que l'épargne des Français avait augmenté ces dernières années. Ça, c'est les 10% les plus riches, parce que ceux qui sont en dessous de la médiane, ils n'épargnent pas. Hein. Le 10 du mois, ils sont dans le rouge. Le 10 du mois, ils sont à découvert. Mais tu as une petite part de Français qui arrivent à épargner 50, 60, 70 euros par mois. Ouais. Et quelle est l'épargne des Français? C'est le livret A. Et là aussi, la rentabilité n'est pas de 7%, je peux te le dire. Et la rentabilité, J'aimerais bien, mais et la rentabilité du livret A, justement, c'est pour ça que je l'évoque, parce que je repensais en t'écoutant à la question notamment de l'actionnariat, des placements, etc. Qu'est-ce qu'on a baissé là, encore une fois? Le rendement du livret A, où on a un livret A qui était financeur à 3%. On marche sur la tête. Là, on l'a passé à 2,6 et ils annoncent une baisse du livret A à 2,1. Et donc finalement, est-ce que là encore, une fois encore, on ne favorise pas les plus riches, qui eux, les livrets A, bon, autant vous dire que ça va vite, et on ne finance pas les plus riches au détriment de l'épargne dite populaire? Ah bah si. C'est un sujet dont personne ne parle dans le débat public. Personne ne parle. C'est-à-dire qu'en fait, on a un jour un ministre de l'économie et des finances qui arrive et qui dit, voilà, le livret A est diminué, au 1er février, il passe à 2,6. Ou 2,4, je ne sais même plus si c'est 2,6 c'est la Banque de France qui conseille. Et la Banque de France qui conseille, etc. Mais
personne ne dit qu'en vérité, ça pose aussi en termes de Personne contraintes. ne dit que le livret A, ça servait à financer le logement social. Personne ne le dit non plus. Et donc, si vous ne rendez Égalité pas de- attractif le placement J'allais sur le dire livret A, ça exactement. veut dire que votre priorité, c'est plus le logement social. C'est ça. Donc, vous J'allais avez dire, il y a l'égalité devant l'impôt, devrait aussi y avoir l'égalité devant l'épargne populaire et la rentabilité de l'épargne. Exactement. Voilà. Bon, on pourra refaire une Si les riches émission. ont une rentabilité à 7%, à ce moment-là, il faut s'aligner. On Pourquoi pourra, pas on pourra refaire une émission là-dessus. Alors, juste pour terminer, parce qu'on arrive presque à la fin de l'émission, je voudrais juste vous interroger très rapidement l'un et l'autre sur un sujet qu'on a beaucoup évoqué avec des ultra-riches. Est-ce que on a besoin et est-ce qu'on manque de patriotisme économique? Chloé. Bah oui, parce que sincèrement, quand on entend les paroles de Bernard Arnault qui dit « Si vous laissez passer dans le budget 2025 une contribution exceptionnelle dont la recette est de 300 millions, c'est-à-dire peanut, il a 200 milliards de fortune cet homme-là, et les 300 millions c'est sur l'ensemble des contributeurs et pas que sur lui », il dit « Si vous faites ça, je vais aller déplacer mes entreprises aux États-Unis ». Évidemment que c'est un manque de patriotisme, c'est un crachat à la figure de la France qui l'a non seulement vu naître, mais qui l'a fait grandir, qui l'a enrichi. Et je pense que ça pose la question de la solidarité. Qu'est-ce que faire nation ? Qu'est-ce qu'être français ? Puisqu'on nous pose la question, M. Bayrou veut qu'on ait un débat sur ce qu'est être français. Mais être français, c'est aussi payer ses impôts en France, c'est aussi faire preuve de solidarité avec ses concitoyens, c'est aussi financer les services publics. Oui, c'est ça aussi être français parce qu'on tient à nos droits sociaux, à nos conquêtes sociales. C'est ce qui fait notre fierté, c'est ce qui fait aussi notre âme et ce qui nous différencie du reste du monde. On est fiers de ça et on ne va pas laisser saccager ça par des gens qui manquent de patriotisme. Ton avis, Lim? Moi, comme on n'a plus beaucoup le temps, Non, ça mais, sera peut-être l'enjeu d'une autre émission. Moi, je pense qu'il faut un Inflation Reduction Act à la française. Un vaste plan de réindustrialisation verte comme Biden, dont je suis très fan, l'a fait aux États-Unis. Et donc ça demande toute une réflexion pour que l'Union européenne permette à chacun des États membres de financer sa propre transition écologique. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, dans la logique spontanée du capitalisme financier, je ne sais pas si vous avez vu, les plans sociaux se multiplient en ce moment. Et c'est des entreprises qui réalisent des bénéfices et qui ne vont pas fermer les unités de production, mais qui vont les délocaliser parce que ça coûte moins cher ailleurs, en Europe de l'Est ou en Asie. Vous prenez toute la chimie aujourd'hui, vous prenez Michelin qui est réputé pour son paternalisme, il n'y a pas que Bernard Arnault. Vous prenez la pharmacie, Sanofi a fermé ses médicaments grand public et ça va délocaliser. Il n'y a absolument aucun patriotisme économique aujourd'hui, alors qu'on se rend compte que toute cette logique est absurde et sur le plan économique et sur le plan environnemental. Donc il faut relocaliser les unités de production, il faut réindustrialiser, il faut organiser la transition écologique et pour ça, il faut remettre, contrairement à ce que veulent les libertariens, de la main visible de l'État, parce que la main invisible du marché, elle est absolument inefficace et désastreuse pour l'environnement. Et Lim, j'en profite que tu sois là parce que je ne peux pas m'empêcher de poser cette question. Est-ce que, et on nous dit qu'on n'a vraiment plus le temps, alors on va le faire vite, est-ce que si enfin on mettait plus d'équité fiscale, est-ce que si les ultra riches et les très riches payaient leur juste part d'impôts, est-ce que les Français qui nous écoutent, là, classe moyenne et classe populaire, qui payent, eux, en fonction de leurs revenus, beaucoup d'impôts, est-ce qu'on pourrait leur baisser leur impôt ? Question difficile, hein. J'en conviens. La moitié des recettes fiscales, c'est l'impôt indirect, qui pèse au premier centime d'euro versé sur le revenu du plus pauvre. Donc le vrai sujet, c'est de modifier la structure de l'imposition. C'est pas tant le taux de prélèvement, c'est la structure. Donc c'est de faire baisser les prélèvements les plus injustes, dignes de l'ancien régime, qui sont les impôts indirects et qui rapportent la moitié des recettes fiscales, et c'est de faire monter en puissance l'impôt progressif sur une assiette large. Et donc l'impôt progressif sur une assiette large, c'est l'impôt sur le revenu et la CSG qu'il faut réformer pour les rendre plus progressifs. Eh bien écoutez, merci. Merci Chloé. Merci à toi. Lim. Merci pour cet échange qui, je l'espère, vous aura appris des choses, vous aura interrogé. N'hésitez pas à réagir, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, à partager cette émission et surtout à nous faire part de vos souhaits, de thèmes. Et on essaiera d'organiser en fonction de vos demandes
D'ici là, à très bientôt. Merci à toutes et à tous.